Et on se retrouve en Pays de la Loire pour cette soirée électorale. Tous les résultats, les analyses, les réactions en direct. Nous sommes dans toute la région avec un dispositif exceptionnel. Depuis les préfectures du Mans, de Laval, de Nantes, mais aussi dans toutes les mairies et les points chauds de cette région. Et on va commencer avec des résultats que nous avons donnés dans la première tranche, mais je vais vous les rappeler. D'abord dans la Sarthe, avec la réélection au Mans facilement de Stéphane Le Foll, un peu plus de 63% des suffrages pour le socialiste. En revanche, à Sablé-sur-Sarthe, ça ne passe pas pour le maire sortant, Marc Joulot. Il est battu par un de ses anciens conseillers municipaux. Le Républicain paye sûrement là le prix du procès Fillon, puisqu'il était poursuivi, je vous le rappelle, pour avoir employé Pénélope Fillon. Le jugement sera attendu demain. On écoute la première réaction de Marc Joulot, battu ce soir à Sablé. C'est une déception. Je regrette effectivement que la mobilisation n'ait pas été plus forte à l'occasion du deuxième tour, puisqu'on note qu'il n'y a pas de mobilisation supplémentaire des électeurs. Mais je respecte bien sûr le choix des Saboliens. Sans doute qu'il y a une volonté de changement qui s'est exprimée. Voilà, je pense qu'il y a une pluralité de causes qui expliquent ce résultat, qui est serré, mais qui est ce résultat. Voilà, Marc Joulot battu donc ce soir à Sablé-sur-Sarthe par Nicolas Ledière, qu'on va retrouver tout de suite en duplex et en direct de la mairie, de votre mairie désormais de Sablé-sur-Sarthe. Bonsoir Monsieur Ledière. Est-ce que pour vous c'est l'effet du procès Fillon qui a joué en votre faveur aujourd'hui ? Bonsoir tout d'abord. Non, je ne pense pas que ce soit... le résultat au niveau du procès. On a d'abord travaillé beaucoup, on a organisé des réunions pendant de nombreux mois, on a rencontré les Saboliens pour travailler avec eux et je pense qu'ils se sont retrouvés dans le projet qu'ils avaient en partie bâti avec nous tout au long de ces mois. Avec une participation qui a très peu progressé à Sablé entre le premier et le second tour. Un point de plus seulement. Ça veut dire que Marc Joulot n'a pas réussi à remobiliser au second tour pour peut-être être réélu. Vous l'expliquez aussi comme ça, en dehors même de votre propre programme qui a pu séduire bien sûr les électeurs de Sablé ? Mais je pense qu'il y avait déjà une impulsion qui avait été donnée dès le premier tour, au final. Donc elle s'est confirmée au second tour. On a gardé... c'est vrai qu'au niveau de l'abstention, elle est très forte, on ne peut pas le nier, mais il y a eu cette volonté quand même de changer. C'est la première fois en 70 ans, je crois, qu'il y avait plusieurs listes à se présenter à Sablé, et je pense que c'est le fruit aussi vraiment d'un travail de fond qui a été fait tout au long de ces mois. Merci beaucoup Nicolas Ledière. Je rappelle que vous avez donc été élu ce soir à Sablé-sur-Sarthe avec près de 48% des suffrages face à Marc Joulot, le maire sortant battu. On va partir maintenant en direction d'Avrier, où la participation a augmenté de 6 points entre le premier et le second tour. Pour qui se sont mobilisés ces électeurs ? Sans doute un peu pour Laurent Prétrault, qui arrive juste derrière Caroline Houssin-Salvetta, qui était l'ancienne adjointe de Marc Laffineur. Laurent Prétrault qui a pris sur ce second tour la tête de liste, Marc Laffineur ayant décidé de jeter l'éponge. Vous avez loupé la mairie de 43 voix, Laurent Prétrault. J'imagine que vous êtes amer ce soir. Écoutez, bonsoir d'abord. Amer, non. Déçu, forcément, parce que 43 voix, c'est vraiment, comme on dit, dans un mouchoir de poche. Mais on a fait véritablement la campagne qu'on souhaitait faire de second tour. Je remercie évidemment tout d'abord tous les électeurs qui ont témoigné la confiance qu'ils portaient en nous pour le projet qu'on leur a proposé. Donc non, il n'y a pas d'amertume, il y a une déception. C'était difficile d'être le dauphin de Marc Laffineur dans cette élection. C'était difficile de reprendre derrière Marc Laffineur dans ce second tour. Il y avait eu un véritable premier tour contre Marc Laffineur. Oui, écoutez, ce sont jamais des situations très simples. Bon, écoutez, moi je suis très fier en tout cas, évidemment, d'avoir repris le flambeau après Marc Laffineur. D'abord, bien sûr, comme tous les Avriers, ou l'immense majorité des Avriers, on ne peut que saluer le parcours politique qui a été le sien, ce qu'il a pu apporter à notre ville. On est évidemment très reconnaissant pour cela. Puis je lui porte, bien sûr, à titre personnel...
la plus grande affection. Donc c'était d'abord une vraie fierté de reprendre ce flambeau. La deuxième chose, c'est qu'on avait véritablement un programme à faire valoir aux Havriers. Moi, j'y ai apporté bien sûr ma touche personnelle avec mes colistiers. On a enrichi nos propositions. Dès le 18 mai, date de ma candidature, j'ai expliqué que je souhaitais véritablement tirer le débat vers le haut parce que, bon, voilà, on a eu un premier tour. Et vous dites que vous avez fait véritablement une nouvelle campagne entre les deux tours, Laurent Prétraud. Je vous remercie d'avoir été avec nous en direct d'Avrier. Je rappelle que je vous remercie. Et que vous loupez cette élection de 43 voix seulement. Merci à vous. Et on va à présent retourner à Nantes, à la préfecture de Loire-Atlantique, où nous attend Emmanuel Faure. Il y a beaucoup de villes ce soir encore dont on attend les résultats. Et vous en avez des nouveaux, Emmanuel, à nous communiquer. Exactement, Virginie. Il y a 83%, 87% des maires qui ont été élus au premier tour en Loire-Atlantique. Il reste 27 communes qui attendent le leur ce soir. Il y a une bascule du côté de Bougnay. Bougnay, c'est l'ancienne ville de Françoise Verchères. Françoise Verchères, c'était une égérie du Parti socialiste il y a quelques années. Elle était maire de cette commune de l'agglomération nantaise où il y a l'aéroport Nantes-Atlantique. Ensuite, elle est passée au front de gauche, mais c'est une voix forte dans le département. Eh bien, son ancienne commune bascule à droite. Sandra Impérial l'emporte avec 53% des voix. Claude Aufort est réélu à Trignac avec 47%. À Villeneuve-en-Ré, Bernard Ferrer est élu, 33% des voix. Laurent Robin est élu à Machecou, 53% des suffrages. Carole Grelot du Parti socialiste est réélue dans l'agglomération nantaise à Couéron. Il y avait une triangulaire. Elle en sort gagnante avec 53% des voix. À Ancenis-Saint-Géréon, eh bien là, ça bascule à gauche. Longtemps, ça a été une ville de droite. Le dernier maire d'hiver droite en titre, c'était Jean-Michel Tauby. Il avait décidé de ne pas se représenter. C'est Pierre Landrin qui voulait lui succéder. Pierre Landrin, ça c'est un nom qui dit quelque chose aussi en ancien. C'est le fils de l'ancien député maire Édouard Landrin. Eh bien, Pierre Landrin est battu par Rémi Auron qui l'emporte avec 58,5% des voix. Et au Pèlerin, dans l'agglomération nantaise, il y a 24 communes dans l'agglomération nantaise, une triangulaire dont sort vainqueur avec 42,4% des voix à 3 voix près seulement, François Briot de Laujardière. Merci beaucoup Emmanuel pour cette longue série de résultats qui montrent bien qu'un certain nombre de communes basculent à gauche pour certaines, mais il y en a une, Bougnay, vous l'avez dit, qui est historiquement à gauche depuis 50 ans, qui elle va basculer à droite. Et je suppose que ça ne fait pas plaisir ce soir à notre invité ici en plateau. Bonsoir Dominique Rimbourg. Vous êtes le premier secrétaire du Parti socialiste ici en Loire-Atlantique, ancien député. Bougnay à droite, ça semblait inimaginable ? Ça semblait inimaginable il y a quelques années, mais je crois que ça s'inscrit dans le fil de ce qu'on voit ce soir. Il y a une poussée générale de gauche que l'on voit dans toute l'agglomération, Saint-Clus, Touaret, sauf à Bougnay, où l'alliance des trois listes qui se sont présentées unies au deuxième tour a été longue et difficile à se mettre en place. Et ça se paye aujourd'hui dans les urnes ? Et ça se paye aujourd'hui. Je pense que la dynamique n'a pas été suffisante. Alors que Sandra Impérial, qui est élue à Bougnay, avait 10 points de retard au premier tour. Elle n'avait pas beaucoup de réserve de voix, en tout cas. Elle était devant assez loin, puisqu'elle avait 41 ou 42%. Oui, mais en revanche... Si on faisait le total, elle était très loin. Oui, bien sûr, si on faisait le total. Mais je crois que ça ne doit pas être cet arbre d'amertume, pour moi, ce soir, qui cache... On va rappeler que Saint-Clus, Touaret, Indre et Orvault basculent à gauche ce soir. Ce soir, et je pense qu'il y a une poussée à gauche. Et je crois que cette poussée à gauche, elle se voit dans l'agglomération, elle se voit aussi ailleurs, parce que le Leroux-Bottereau, on peut estimer que ça bascule à gauche. Machecoul, on peut aussi estimer que ça bascule à gauche. Ancenis, ça bascule à gauche. C'est du gauche-centre, c'est du gauche-centre, je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même une poussée qui est une poussée importante. Et je crois que la leçon à tirer, c'est que ça bascule lorsqu'on est en présence d'une union qui est une union solide, qui allie à la fois la gauche PS, grosso modo, et ses alliés, et puis en même temps Europe Écologie Les Verts, lorsqu'on réussit à faire une alliance assez tôt, forte, et qui crée une dynamique. Et pas au forceps comme à Bougnay. Et pas forcément au forceps. Et alors, je suis comme vos autres invités, évidemment, l'abstention est problématique. On reviendra un peu plus tard sur l'abstention, Dominique Rimbourg. On va rejoindre à La Roche-sur-Yon Fanny Borius pour des résultats en Vendée. Alors, pas La Roche-sur-Yon où les bureaux fermaient à 20h et manifestement pas encore de résultats ou seulement des résultats partiels. En revanche, vous avez un résultat à Saint-Hilaire-de-Riez, Fanny.
Oui, c'est ça. Les résultats sont tombés pour Saint-Hilaire-de-Riez et c'est Katia Viel qui l'emporte avec 52,3% des voix. Elle bat donc le candidat sortant, Laurent Boudelier, qui totalise 41% des voix. Et la troisième liste était celle de Jean-Patrick Fillet pour le Rassemblement national avec 6% des voix. Katia Viel qui l'emporte donc. C'est une infirmière libérale de 42 ans qui se présentait pour la première fois à une élection municipale pour une liste sans étiquette, apolitique. À noter que la participation à Saint-Hilaire-de-Riez a été importante, plus de 51% de participation. Laurent Boudelier, lui, l'avait dit un petit peu avant ce second tour qu'il était fatigué de ses 6 années de mandat. Et c'est donc Katia Viel qui va donc reprendre ce poste de maire à Saint-Hilaire-de-Riez. Et puis un mot quand même pour La Roche-sur-Yon, où effectivement les résultats ne sont pas encore tombés, mais en ce moment c'est pour le moment seulement 18 bureaux qui ont été dépouillés sur 39 et donc on attend les résultats définitifs dans peut-être une demi-heure. Merci Fanny, on vous rejoint évidemment quand vous aurez des résultats définitifs. On rappelle que Saint-Hilaire-de-Riez retourne à gauche. C'était une commune à gauche pendant 25 ans avec Jacques Fraisse qui est décédé il y a quelques semaines maintenant. Donc le maire sortant d'hiver droite est battu et c'est la candidate de gauche qui l'emporte ce soir, Virginie. On va s'intéresser à présent à des résultats dans le Maine-et-Loire. On a parlé d'Avrier en tout début d'émission. À Saumur, les résultats sont également définitifs. Sans grande surprise, c'est le maire sortant d'hiver gauche, Jacky Goulet, qui était un des très rares, voire le seul dans notre région à être soutenu à la fois par La République En Marche et par le Parti socialiste. Jacky Goulet, qui est donc réélu avec 63,8% des suffrages, très loin donc devant le candidat de la droite, Bertrand Chandouineau, qui est seulement à 21%. Un résultat qui se fait attendre en revanche, et c'est logique puisque les bureaux de vote fermaient à 20h, c'est celui de Cholet, où nous allons retrouver Jérémy Armand. Ça prend beaucoup de temps le dépouillement à Cholet ce soir, Jérémy. Je vous le confirme, Virginie, effectivement, seule une poignée de bureaux de vote ont déjà donné leur verdict sur les 35 que compte la ville. Dans le bureau de vote où on se trouve dans l'hôtel de ville, c'est assez serré entre Gilles Bourdoulex, le maire sortant, candidat pour un 5e mandat, et Anne Hardy, la candidate d'hiver gauche. Je vous rappelle que la campagne a été assez tendue pendant ces 3 mois, et notamment depuis la fin mai, avec cette judiciarisation en quelque sorte de la campagne, à partir de l'arrivée de 2 candidats d'une liste centriste sur la liste de Anne Hardy, et une irrégularité dans la façon d'enregistrer cette liste. On attend donc les résultats dans les prochaines minutes et c'est le maire Gilles Bourdoulex qui les annoncera lui-même par plusieurs salves. On vous tient au courant donc très bientôt. Merci beaucoup Jérémy Armand et on attend avec impatience les résultats de Cholet. On va aller à Laval, en préfecture de Laval, où on va découvrir le nouveau maire de Laval. Il s'appelle Florian Berco, c'est le tout nouveau maire. Première candidature, première campagne. Le coup d'essai est réussi, Florian Berco, ce soir. Oui, tout à fait, Christine Villevoisin. Voilà, je tiens à remercier d'ailleurs tous les Lavallois qui se sont déplacés aux urnes. Et puis j'ai une pensée pour ceux qui ont tenu les urnes, très important. 53,5% des voix, Florian Berco, c'est beaucoup par rapport à votre concurrent Didier Pilon, qui était l'adjoint à la culture, l'adjoint au développement économique, connu dans le milieu lavallois, qui totalise 46,5%. Comment vous analysez cet écart de voix qui est très important entre vous deux ? C'est vrai que le score est plutôt net. On a fait une campagne depuis des mois de propositions avant tout. On est parti du projet pour proposer un projet solide aux Lavallois et puis une campagne de terrain à la rencontre chaque jour pour gagner un peu plus la confiance des Lavallois. Et le résultat est là. Donc c'est fort de cette campagne qu'aujourd'hui je suis le maire de tous les Lavallois, de tous les quartiers. Et c'est cette fusion qui s'est faite dès le premier tour, le 15 mars, avec les écologistes, qui a été payante selon vous ? Parce qu'on le voit notamment dans l'agglomération nantaise, les fusions de listes qui se sont faites un peu au forceps, comme à Bougnay, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Effectivement, le rassemblement nous a renforcés, a enrichi le projet et puis a enrichi l'équipe d'hommes et femmes compétentes, prêts à exercer les responsabilités. Et les Lavallois l'ont compris et nous ont fait confiance. Donc j'en suis très heureux. Maintenant, place à l'action. Merci beaucoup Florian Berco. Je rappelle que vous êtes le nouveau maire de Laval d'hiver gauche, que vous avez été élu ce soir alors que c'était votre première candidature. Merci à vous. On va retrouver tout de suite Emmanuel Faure qui nous attend en préfecture de Loire-Atlantique avec un nouveau résultat très attendu. C'est celui, Emmanuel, de Clisson où on est habitué à basculer de gauche à droite et vice-versa depuis plusieurs scrutins.
Eh ben, on va changer les habitudes ce soir, Virginie. Pas de bascule ce soir. Xavier Bonnet, le divers droite, est réélu. 49,7% des voix. Il y avait une triangulaire, notamment avec l'écologiste Franck Nicolon, donc à Clisson. À Donge, juste à côté de Saint-Nazaire, François Chénaud est réélu. Il y avait une quadrangulaire. Il en sort vainqueur. Deuxième mandat, 48,14% des voix. Merci beaucoup Emmanuel, donc depuis la préfecture Clisson, où aucun maire ou équipe sortante n'avait réussi à se faire réélire depuis 30 ans. Xavier Bonnet vient donc de conjurer ce sort dans la ville des bords de Sèvres. On va retrouver tout de suite Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, auparavant La République En Marche et qui a quitté ce groupe il y a quelques mois. Bonsoir Mathieu Orphelin. Comment analysez-vous ce soir les résultats dans les grandes villes, notamment en France, mais aussi dans notre région, les résultats que vous avez pu avoir peut-être de votre côté? D'abord, une abstention historique. C'est évidemment la mauvaise nouvelle de cette soirée. Il va falloir qu'on réinvente notre démocratie. On ne peut pas rester avec seulement 40% de votants sur des élections municipales. Dans certaines villes, y compris dans notre belle région des Pays de la Loire, on est à moins d'un votant sur 4. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. Ce n'est pas que le Covid. Pourquoi pas rendre le vote obligatoire? Pourquoi pas enfin reconnaître le vote blanc? Bref, ça c'est des discussions et des réflexions qu'il faut qu'on ait. On ne peut pas rester avec une abstention aussi forte. Deuxième point majeur de cette soirée, on le voit avec les résultats qui arrivent dans les grandes villes de notre pays, les écologistes arrivent aux responsabilités dans de nombreuses grandes villes françaises. C'est très bien que l'écologie accède aux responsabilités parce que les 6 années à venir vont être évidemment très importantes. Et enfin, dernier point sur notre région, on voit effectivement des villes comme Laval se tourner vers la gauche et l'écologie. Évidemment, j'en suis très satisfait. Et on voit aussi le travail d'un certain nombre d'élus qui étaient à leur deuxième mandat récompensés par effectivement une réélection. Vous parlez de résultats nationaux en ce qui concerne les écologistes, en faisant référence, j'imagine, notamment à Lyon ou à Lille, même si les résultats ne sont pas encore définitifs dans ces communes. En revanche, dans notre région, les écologistes ont raté leur pari globalement de s'implanter et de remporter la victoire sur leur propre liste et leur propre couleur, Mathieu Orphelin. Oui, alors déjà à Lille, finalement, Martine Aubry a gagné d'un peu plus de 200 voix. Vous nous l'apprenez, finalement, de 200 voix. Voilà, et deuxièmement, donc, sur notre région, oui, il va falloir que les écologistes arrivent à renforcer leur positionnement dans cette région, à faire l'analyse de scrutin. Effectivement, en Pays de la Loire, les écologistes sont en retard par rapport à d'autres régions. Je pense à la Bretagne, je pense aussi à d'autres régions de notre pays. Effectivement, l'écologie mérite mieux que les scores qu'elle a aujourd'hui dans notre région. Je crois que ça peut être, pour les réflexions politiques des uns et des autres, vraiment intéressant dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de réfléchir à pourquoi notre belle région n'a pas de vote écologiste aussi fort que ce qu'elle devrait avoir. Donc je crois que l'écologie chez nous doit se réinventer, doit se réouvrir, doit réfléchir à comment elle peut inciter les électeurs à lui faire confiance. L'écologie, c'est le temps d'arriver aux responsabilités, et donc il va falloir que les écologistes ligériens réfléchissent à tout ça. Et y parviennent peut-être, en tout cas, c'est vos voeux. Juste un mot de politique nationale. Édouard Philippe, qui a donc été réélu au Havre, rencontre Emmanuel Macron demain. Vous êtes député, vous, à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous espérez un remaniement, un changement de Premier ministre, Mathieu Orphelin, et de cap? Ce que j'espère très fortement, c'est un vrai changement de cap politique, un vrai virage pour plus d'écologie, de solidarité, de démocratie. On a besoin, notre pays a besoin de ce grand virage politique. Et est-ce que c'est Édouard Philippe qui peut l'incarner s'il est maintenu à son poste? À lui de le dire, mais en tout cas, la politique qui a été menée au cours des 3 premières années ne correspond pas à l'ambition écologique et solidaire que nous sommes un certain nombre à porter, que les citoyens ont souhaité ce soir dans leur vote pour les élections municipales. Je crois que si c'était Édouard Philippe qui était confirmé à son poste, il faudrait que ce soit sur la base d'une autocritique et d'un vrai changement de politique, un grand virage écologique pour les 2 ans qui restent. Il faut que les 2 ans qui restent dans ce mandat soient 2 années utiles pour notre pays, utiles pour la démocratie, utiles pour l'écologie et la solidarité. Et ça veut dire que le gouvernement, avec ou sans Édouard Philippe, doit engager un vrai changement de cap écologique. Merci, et le Premier beaucoup, ministre, Mathieu Orphelin. et en tout cas
Merci beaucoup Mathieu Orphelin, À vous étiez bientôt. en duplex avec nous depuis le Maine-et-Loire, dont je rappelle, vous êtes élu député depuis 2017. Et on revient dans ce studio avec Dominique Rimbourg. Vous êtes le premier, je le rappelle, le premier secrétaire de la Fédération socialiste de Loire-Atlantique. Les écologistes, c'est vrai, ont fait moins de voix ici en Loire-Atlantique et en Pays de la Loire, parce que les socialistes, ils sont mieux implantés, plus ancrés. Oui, il y a une présence socialiste qui est ancienne. Il y a peut-être une sensibilité socialiste qui est plus à même de rester forte sur le territoire. Et il y a aussi une préoccupation écologiste de l'aménagement du territoire qui est très proche de ce que disent les écologistes. Malgré tout, vous, premier secrétaire du Parti socialiste, vous avez un peu tiqué au moment de la fusion entre la liste socialiste de la maire de Nantes, Johanna Rolland, et la liste écologiste, parce qu'elle a fait la part belle aux écologistes. Un peu trop ? Non, mais ça, ce sont des intérêts. Je défends mon institution. Et donc, je dis à un moment donné, là, je trouve que les militants socialistes, qui fournissent quand même le gros des troupes, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. La Fédération socialiste, c'est à la fois très important d'un point de vue militantisme et très faible au regard de la population, mais c'est une grosse fédération, c'est-à-dire que c'est 1500 militants. Mais aujourd'hui, ce sont les écologistes qui ont le vent en poupe et plus le Parti socialiste. Ils ont l'idéologie en poupe, mais pour autant, ils n'ont pas le parti qui va avec. Et nous avons le parti, et nous n'avons pas toujours l'idéologie qui va avec, parce que la dimension sociale, pour l'instant, est un petit peu occultée. Mais je crois que c'est la fusion des deux qui est l'avenir. Et on le voit, c'est à ce moment-là que ça marche. Alors c'est en train de marcher dans tout le pays. C'est en train de marcher à Besançon, c'est en train de marcher à Nancy. Ou à Strasbourg. Ou à Strasbourg. Et à ce moment-là, on est en train peut-être de donner les grandes lignes de l'avenir et peut-être de se donner les moyens en 2022, s'il y a une union qui marche bien, de fermer la parenthèse qu'aura été la période Macron, comme aura été la période Giscard d'Estaing entre 1974, si mes dates sont exactes, et 1981. Juste un petit mot sur la participation. Quand Mathieu Orphelin, député écologiste du Maine-et-Loire, disait « il n'y a pas que le Covid, il va falloir imaginer un vote blanc, une comptabilisation du vote blanc, un vote obligatoire ». Vous en pensez quoi ? Mais il a raison. Alors, il a raison, mais ça ne va pas assez loin. Il a raison, mais à la fois, il faut qu'on soit capable de construire un projet, et puis qu'il faut qu'on soit aussi capable de répondre sur un autre point, qui est le point institutionnel. Le poids de la présidence de la République. C'est vrai pour Emmanuel Macron, mais c'était vrai pour François Hollande, c'était vrai pour Nicolas Sarkozy. Et sous Chirac, c'était un peu différent, parce qu'il était un petit peu au-dessus il s'en mêlait pas trop. Enfin, il a été un peu absent. Enfin, ça baisse de toute façon, là pour les municipales. Ça baisse à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a un problème de démocratie représentative, on a un problème de faiblesse du Parlement, on a un problème institutionnel. Je pense que les institutions de la Ve République sont au bout de la course. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut forcément aller vers une réforme constitutionnelle avec toutes les difficultés que ça représente, mais il faut des évolutions, le renforcement du rôle du Parlement, le renforcement du rôle du Premier ministre, parce qu'on le voit aussi dans cette crise, c'est quand même le Premier ministre qui gère au quotidien, et je pense que c'est de ça dont nous avons besoin. En tout cas, vous affichez sur votre chemise les couleurs de votre parti socialiste. Et je me suis retenu de mettre la cravate qu'elle est avec, parce que j'ai eu des conseils en me disant, il ne faut peut-être pas que tu en fasses de trop. Car vous êtes en rose, et je ne sais pas si l'invité qu'on va retrouver à présent en duplex sera aux couleurs de son parti, en l'occurrence vert. C'est Lucie Etonneau. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes en orange. Bon, voilà. C'est un pari, je ne vous avais pas vu avant. Vous êtes la présidente du groupe écologiste au Conseil régional des Pays de la Loire. On était en train d'analyser ici avec Dominique Rimbourg les résultats des écologistes et des socialistes. Quel est votre point de vue, vous, sur les résultats de vos troupes, notamment au Pays de la Loire ? Alors ce soir, on a des résultats qui confirment la tendance, une tendance où on voit les forces écologistes et de gauche qui sont renforcées sur le territoire. J'illustrais ça par le résultat de Laval, par le résultat aussi de listes écolo et citoyennes, comme à Orvault avec Jean-Sébastien Guiton. Des résultats qui offrent des perspectives, en tout cas pour aussi les prochaines échéances électorales, mais aussi pour porter au niveau local des projets pour la transition écologique, pour la rénovation des bâtiments, pour des enjeux de mobilité. On imagine en revanche, Lucie Etonneau, votre déception de la défaite de Franck Nicolon à Clisson. Il siège à vos côtés au Conseil régional des Pays de la Loire. Il semblait plutôt bien parti, mais il a été battu par le maire sortant Xavier Bonnet à Clisson, et assez nettement.
Alors, j'ai pas eu les chiffres encore en direct. J'ai appris la défaite à quelques voix, alors qu'il a mené une campagne. On voit qu'il y a eu aussi une prime au sortant qui s'est vue au premier tour et qui se confirme au second tour. Maintenant, il faudra analyser plus en détail, mais il a eu une belle dynamique de campagne sur la ville de Clisson. Et très rapidement, est-ce que pour vous, les résultats des écologistes ici en Pays de la Loire, eh bien, ils montrent aussi que sans fusion, sans rapprochement, en Pays de la Loire en tout cas, il n'y a pas d'élection pour les écologistes? Alors, excusez-moi, j'ai pas entendu la fin de... Est-ce que la fusion, en tout cas en Pays de la Loire, elle est quasiment la seule façon pour les écologistes d'arriver aux manettes d'une ville? Il faut revenir sur les résultats du premier tour, des résultats où on a eu des listes écologistes qui se sont engagées pour la première fois sur des territoires, comme ici à La Roche-sur-Yon, comme au Mans, comme à Laval, comme Angers, des résultats qui sont nous encouragent en tout cas à très porter le projet écologiste. Qui ont été décevants, des résultats décevants, puisqu'aucun n'a pu se maintenir. Alors, il faut rappeler que ce sont des premières. Pour Le Mans, c'est une première. Pour Laval, c'est une première. Laval, c'est près de 18%. C'est une fusion, une alliance qui fonctionne au second tour et qui donne un résultat renforcé. Sur Nantes, c'est 4 points de plus qu'en 2014. C'est un accord qui va encore plus loin que ce qui a été obtenu en 2014. Des nouveaux modes de gouvernance aussi, des enjeux plus loin sur la mobilité, sur les vélos. Sur les enjeux économiques également et de santé environnementale. Merci Lucie on a Etonneau, l'influence des préoccupations écologistes sur des programmes de second tour. Merci beaucoup d'avoir été en duplex, Lucie Etonneau, depuis La Roche-sur-Yon. Oui. Je précise que vous êtes avec nous en duplex, que Dominique Rimbourg est ici avec nous en plateau, donc une écologiste, un socialiste. En revanche, pas de représentant du Parti des Républicains, puisque malgré de multiples relances et demandes, notamment auprès de Christelle Morancet, la présidente de la région, eh bien, aucun de ses invités n'a souhaité commenter les résultats de ce second tour des municipales ce soir avec nous, Christine. Arnaud Leclerc, est-ce qu'il y a effectivement une prime au sortant, comme le disait tout de suite la présidente du groupe écologiste au Conseil régional? Traditionnellement, oui, mais à la condition que le maire en question n'arrive pas sur l'élection en étant fortement contesté. Donc en fait, je dirais... Par exemple, Stéphane Le Foll qui est réélu assez brillamment, assez largement au Mans. Même chose à Saint-Nazaire avec David Samzin. Exactement. On a vu quand même ce soir une série de cas où, lorsqu'il faut opérer une mutation, un changement, ou lorsqu'on continue de se maintenir alors que le changement est appelé depuis un certain temps, c'était le cas de Marc Laffineur à Avrier, on voit bien que là, ça crée une situation où, objectivement, il peut y avoir changement. En tous les cas, il peut y avoir une bascule, même dans son propre camp. C'est-à-dire qu'une dissidence peut vous mettre en difficulté. On l'a vu plusieurs fois. Donc ça signifie, globalement, il y a une prime en France. C'est très clair. Sauf qu'il y a des dissensions au sein de la majorité. Et voilà, sauf si les dissensions ont atteint un niveau tel, et c'est ce que disait aussi Dominique Rimbourg d'une certaine manière, pour construire une force politique à gauche qui puisse s'imposer dans l'espace qui est celui des Pays de la Loire, il faut que les conditions préalables d'une entente entre les différentes forces soient réunies. Si ça se fait à la dernière seconde entre deux tours, et encore là, il y a eu 3 mois, c'était un peu mieux que d'habitude, mais si ça se fait à la dernière seconde, souvent les électeurs n'y croient pas. On va à présent se rendre à Laval pour retrouver non pas le maire actuel, mais l'ancien maire de la ville, c'est Guillaume Garot. Bonsoir, vous êtes aujourd'hui député socialiste. Merci beaucoup d'être avec nous en duplex. Une divine surprise, sûrement pas. Vous allez me dire, ça n'est pas une surprise. Malgré tout, cette élection de Florian Bercaud qui remporte donc la mairie de Laval, il a fait rebasculer à gauche. Ce n'était pas forcément un résultat attendu il y a quelques mois quand il y avait François Zocchetto encore en lice, l'ancien maire. Tout à fait, vous avez complètement raison, mais je crois que c'est aussi ce soir la victoire de la ténacité, de la détermination, mais de l'humilité, d'une certaine façon de faire de la politique proche des gens, sur le terrain, dans nos quartiers. C'est ce que Florian Bercaud a démontré depuis des mois maintenant, et ça correspond à une attente profonde de nos concitoyens pour que les élus soient plus proches d'eux, et que les politiques qui sont mises en œuvre à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un territoire, répondent mieux à ce que sont ces aspirations profondes, pour plus de justice, plus de solidarité, et pour relever aussi le défi du climat. Donc c'est la victoire d'un homme, Florian bien sûr, d'une équipe, mais aussi d'une façon d'être et d'une façon de faire.
Vous êtes ancien maire, je le rappelle. Vous êtes également candidat sur la liste de Florian Bercaud, mais vous n'êtes pas élu ce soir puisque vous étiez dernier sur cette liste. Ce mandat municipal pour vous, c'est l'un des plus beaux. Je rappelle que vous êtes député, vous aussi, depuis plusieurs années et que vous aviez choisi d'abandonner la mairie pour rester député. J'ai été rentré au gouvernement, donc ce n'est pas exactement cela. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un mandat magnifique, un mandat exigeant. Mais moi, j'ai confiance dans Florian et dans ses qualités pour être un grand maire de Laval. Un maire proche, je le disais, un maire qui fera avancer la ville avec tous les Lavallois. Parce que, vous savez, la gauche que représente Florian, ce n'est pas une gauche dogmatique, ce n'est pas une gauche fermée, c'est au contraire une gauche qui est ouverte, qui est une gauche humaniste, une gauche qui a envie de mobiliser toutes les forces de notre ville pour faire en sorte que la ville avance, la ville rayonne et surtout qu'au quotidien, on réponde aux attentes, aux besoins de nos concitoyens. Guillaume Garot, vous avez pris plaisir visiblement à faire campagne auprès de Florian Bercaud. Un mot peut-être de votre avenir à vous. Il se murmure que vous pourriez être candidat l'année prochaine au régional. Est-ce que ça vous a donné envie de repartir en campagne sur une autre échelle que la ville de Laval ? Ce soir, nous sommes là pour les élections municipales. Et vous savez, il faut ce soir regarder devant, mais là, moi, je vous parle depuis Laval. Et je serai bien sûr un parmi d'autres autour de Florian pour faire... je ne vous entends plus. Allô ? Nous vous entendons, nous, monsieur Garot, pardon. Parfait, donc j'avais un autre son qui arrivait au même moment. En tout cas, moi, je veux saluer les victoires de cette gauche rassemblée avec les forces écologistes partout dans notre région. Pas pour l'instant de commentaires sur votre avenir. Et donc, à vous, c'est une autre élection, effectivement. Merci beaucoup, Guillaume Garot, d'avoir été en duplex avec nous depuis Laval. Merci à vous. Bonne soirée. Un petit mot, Arnaud Leclerc, justement, sur la situation à Laval. C'est Guillaume Garot qui permet l'élection, en partie, qui permet l'élection d'un inconnu, Florian Bercaud, où c'est un vote contre le maire, qui n'était pas maire sortant, puisque impliqué dans une affaire d'agression sexuelle. Mais finalement, est-ce que c'est un vote anti ou un vote pour Laval ? C'est un peu les deux. Il ne faut jamais oublier que Laval, c'est quand même un bastion qui a été historiquement longtemps à gauche, et donc il y a des électeurs parfaitement ancrés. De l'autre, il y avait une situation singulière, effectivement. Le candidat attendu qui disparaît au tout début de campagne, un nouveau candidat moins connu, et donc une situation très ouverte. Et les électeurs étaient perdus. Une abstention, si nous ne l'oublions pas, très importante. Ça change aussi partiellement la donne. Et donc, une opportunité s'est offerte. Il est incontestable que Florian Bercaud a mené une bonne campagne pour la gagner, avec les appuis nécessaires. C'est l'ensemble des conditions qui font la réussite, ce n'est pas une toute seule. Un résultat qui vient de nous parvenir, c'est celui des Sables-d'Olonne, où Yannick Moreau était candidat à sa réélection dans cette commune nouvelle des Sables, qui devient la deuxième plus importante de Vendée. Il est réélu sans grande surprise avec 55% des suffrages ce soir. On va retrouver à présent, cette fois à la préfecture de la Sarthe, Thierry Fourmy. Thierry, vous avez un certain nombre de résultats à nous confirmer ou à nous communiquer. Oui, Virginie, on rappelle l'élection ce soir de Stéphane Le Foll. Donc, il est élu avec 63,14% à la tête de la mairie du Mans. À noter tout de même que son adversaire, Marietta Caramanli, la députée socialiste, double ses voix entre les deux tours. Elle est passée de 4 à 8 000 voix, 73% d'abstention au Mans ici à l'occasion de ce deuxième tour. C'est un record, évidemment. Il y aura donc 45 conseillers municipaux pour Stéphane Le Foll et 10 conseillers municipaux pour Marietta Caramanli. Ils vont siéger pour un premier conseil municipal. Ce sera vendredi prochain, vendredi 3 juillet, à partir de 14h. 3 autres résultats dans 3 communes donc, du département de la Sarthe, à Ivray-l'Évêque, dans la banlieue du Mans, avec une bascule de droite à gauche, puisque Damienne Fleury, candidate d'hiver gauche, a été élue avec 53,17% des voix. À Saint-Calais, c'est Marc Mercier qui avait manqué de très peu l'élection à l'issue du premier tour, candidat sans étiquette. Marc Mercier qui est élu avec 52,84% des voix. Et puis une réélection à Écomois également, une ville de 4500 habitants, située à une vingtaine de kilomètres du Mans. Eh bien, c'est le maire sortant, Sébastien Gouillet, qui a été élu avec un petit peu plus de 51% des voix. Merci beaucoup Thierry Fourmy pour cette série de résultats. Vous avez évoqué à l'instant Le Mans avec la réélection de Stéphane Le Foll et la défaite de Marietta Caramanli. On écoute tout de suite la députée socialiste.
Aujourd'hui, il y a eu un choix qui a été fait, même s'il y a 73% d'abstention. Nous souhaitons être une minorité qui construit, qui répond, qui soit à l'écoute des Moncel et des Monceau, qui puisse être impliquée dans les dossiers. Et effectivement, cela dépend également de la majorité, du maire et des propositions qu'il peut faire sur le comment pense organiser la vie municipale. Dominique Rimbourg, on a parlé du taux d'abstention qui était très très fort sur ce second tour. On vient d'entendre Marietta Karamanli. Au Mans, ce soir, l'opposition du maire socialiste, elle est socialiste, c'est Marietta Karamanli. Comment l'électeur peut s'y retrouver ? Je suis bien d'accord avec vous et je n'étais pas un chaud partisan de la candidature de Marietta Karamanli. Enfin, je ne suis pas sartois, mais évidemment, on n'avait pas besoin de ces querelles internes. Toutes ces dissensions, on pense aussi à Saint-Nazaire, où il y a eu beaucoup de dissensions en interne et où le maire socialiste, même chose, n'aura pour opposition dans son conseil municipal que des gens de gauche et son ancienne adjointe. Oui, ce sont des choses que je regrette vivement, profondément. Mais je voulais rebondir. C'est un signe d'un parti socialiste qui ne se porte pas très bien ? Pas forcément. Non, pas forcément. Ce sont plus des querelles internes. Ce sont des gestions qui tournent mal. Plus que... alors, en Sarthe, je ne sais pas très bien. Mais il y a deux personnages assez forts qui, d'un seul coup, se heurtent. Et je pense qu'à Saint-Nazaire, c'est une gestion qui tourne mal. Mais je voulais dire un mot quand même sur la force du PS en Loire-Atlantique. Elle est aussi liée à la force à la fois de David Samsa à Saint-Nazaire, mais aussi de Johanna Rolland à Nantes, qui a su réaliser l'union dans des conditions extrêmement difficiles, parce que c'était loin d'être gagné au début. Il y a eu des jours et des jours de négociations. D'ailleurs, elle a lâché sur certains points. Il y a eu des constats de désaccords assez forts, comme le regroupement du nouveau CHU sur l'île de Nantes. Ça l'a toujours été avec les écologistes, finalement. La dernière fois, c'était sur Notre-Dame-des-Landes, un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, que l'accord avait achoppé. Mais l'union, ce n'est pas un chemin toujours très facile. Ce n'est pas un chemin de rose, mais il faut savoir le faire parce que c'est la condition de la victoire. Et il faut que c'est ça qui donne aux électeurs l'idée qu'il y a un projet qui est en train de se construire. Et c'est ce projet. Il faut dire on n'est pas d'accord, mais on a un projet, même si on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur des points marginaux. Et d'autant plus le CHU, ce n'est pas un point marginal. Le CHU, ce n'est pas un point marginal, mais au fond, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudra éventuellement faire plus de lits. Et il y a un point beaucoup plus secondaire qui est le lieu de l'implantation. Mais l'idée que le CHU doit être modulable et qu'en fonction d'une éventuelle épidémie ou en fonction des besoins, la chirurgie ambulatoire et les soins ambulatoires ne pourront peut-être pas répondre à tout et que dans certains cas, il y a besoin de plus de lits, eh bien ça, c'est une idée qui fait l'unanimité. Alors après, il y a des discussions, mais qui sont Sauf chez les écologistes. Sauf chez les écologistes et puis aussi à droite. Mais c'est plus la modularité qui faisait problème que l'implantation. Et moi, je suis un partisan d'un CHU accessible parce qu'il est aujourd'hui en plein centre-ville et ça ne génère pas de problème de circulation. Et je pense qu'on peut le maintenir en centre-ville. C'est nécessaire d'avoir... C'est ce que fera Johanna Rolland si elle est réélue. On attend les résultats. Elle est en ballottage très très favorable. Elle sera réélue. Et elle sera réélue vraisemblablement. Il n'y a pas besoin d'être Madame Soleil ou un lecteur d'avenir pour le dire. Il y a effectivement assez peu de suspense, on peut le dire sincèrement, à Nantes. En revanche, il y en a beaucoup à La Roche-sur-Yon. Nous allons retrouver Fanny Borius. La Roche-sur-Yon, comme Nantes, pour la première fois en revanche en Vendée, eh bien, les bureaux de vote ferment à 20h. Et Fanny, on continue à dépouiller à La Roche-sur-Yon. Oui, Virginie, les bureaux de vote sont déployés au fur et à mesure. Pour l'instant, 32 bureaux de vote sur 39. Donc les résultats définitifs vont bientôt arriver. Et pour le moment, eh bien, Luc Bouard totalise 51,48% des voix. Et Stéphane Ibarra, lui, 48,51%. En fait, ça a longtemps été très serré au tout début du dépouillement, jusqu'à une quinzaine de bureaux dépouillés. Et puis, depuis, Luc Bouard prend de l'avance tout de même à 51,48%. Stéphane Ibarra qui espérait, avec la fusion des listes de gauche, proposer une alternative pour ce second tour. Et pour le moment, eh bien, il accuse un petit retard, mais il reste encore du coup 7 bureaux. Donc on attend encore les résultats à venir dans quelques minutes. Merci Fanny Borius, on revient vous voir dès que vous avez des résultats définitifs. Luc Bouard qui était en ballottage favorable à l'issue du premier tour. C'est une fusion qui s'est faite un petit peu dans la douleur aussi à La Roche-sur-Yon, donc on va voir si la dynamique a pris ou pas. Autre fusion dans la douleur, c'est à Cholet, celle de l'adversaire de Gilles Bourdoulex, Anne Hardy, qui avait fusionné avec La République En Marche. Une mauvaise fusion avec deux autres candidats de la liste de droite. La liste était illégale.
Et eh bien, Gilles Bourdoulex a mené une vie d'enfer à son adversaire pendant cette campagne du second tour. Il continue à mener un suspense terrible sur les résultats ce soir, Jérémy Armand, manifestement. Effectivement, Christine, et vous l'avez peut-être vu, il était en train d'annoncer de nouveaux résultats partiels, des résultats annoncés au compte-gouttes qui montrent pour l'instant que la tendance est à un résultat très serré. Quelques centaines de voix séparent les deux principaux candidats. Les annonces sont faites juste derrière moi, ici dans cette salle des mariages, où il y a davantage de monde qui s'est rassemblé depuis quelques minutes. On sent qu'il y a un suspense qui monte. La candidate d'opposition est également présente. Et donc, on attend les résultats, on l'espère, dans les prochaines minutes. Une guerre d'usure, hein. Toujours à Cholet avec Gilles Bourdoulex. En tout cas, si c'était serré, ce serait une surprise énorme. Arnaud Leclerc, une défaite de Gilles Bourdoulex, personne ne l'a pronostiqué. Bon, on n'en est pas encore là peut-être, mais... Non, il est un peu malmené, un peu plus malmené que d'habitude, en tout cas. Voilà, ce qui veut dire deux éléments, sans doute... L'union, qui là aussi s'est faite un peu difficilement, a finalement produit des résultats sans doute plus importants qu'attendus, parce qu'honnêtement, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit réélu, bien, encore une fois, qu'il soit un personnage très clivant et un peu autocrate, qui suscite beaucoup de réactions vives. Pour autant, c'est un peu surprenant, parce rappelons qu'il avait quand même plus de 43% de voix sur son seul nom au premier tour, et des réserves derrière, donc c'était un peu surprenant. Alors soyons prudents, parce que ce ne sont des résultats évidemment que partiels à Cholet pour l'instant. Gilles Bourdoulex fait durer le suspense. Luc Boire à La Roche-sur-Yon, qui serait légèrement en tête. Là aussi, ce sont des résultats partiels. En tout cas, manifestement, c'est compliqué, même si ce sont des résultats au coude à coude. Ça a été compliqué pour la fusion des trois listes. On voit bien manifestement que ce n'est pas de l'arithmétique, la politique. Ce n'est pas la liste A plus la liste B plus la liste C, on fait le total. Et puis on voit ce que ça donne, parce que là, si c'était ça, Stéphanie Barra serait largement en tête ce soir. Largement, peut-être pas, mais il serait légèrement en tête, ce qui n'est pas exactement la même chose. 51% pour les voix de gauche contre 44%. Mais donc, on parle de 2% qui se renversent dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Il faut bien mesurer ce que ça signifie. Évidemment, il faut redire... Ces trois listes, pendant tout le premier tour, se sont affrontées très, très durement. Donc, la surprise a été qu'il y ait un accord et qu'en plus, cet accord soit construit de manière intelligente. Donc, c'est un accord à la fois programmatique et un accord de fonctionnement. Qui va du Parti socialiste à la gauche radicale. Qui était inattendu. Pour autant, dans quelle mesure les électeurs eux-mêmes reçoivent ce discours-là à partir du moment où, encore une fois, pendant des semaines, c'est un discours inverse qui a été tenu. Donc ça crée une incertitude et finalement, il faut une ratification par les électeurs. On va voir ce soir si oui ou non, ils suivent la démarche. Il y avait une primaire à La Roche-sur-Yon. Stéphanie Barra en était sortie perdant. Ça veut dire que ce système-là, il ne fonctionne pas non plus pour désigner des candidats ? Il me semble de toute façon que depuis la présidentielle de 2017, la question de la primaire est un peu pliée en France puisqu'elle a montré quelque part son inefficacité. Et on va se rendre tout de suite en Vendée pour retrouver Cathy Colin à Fontenay-le-Comte. Là aussi, comme à Cholet, ça calcule et ça a mis du temps. Et vous avez le nom du nouveau maire de Fontenay, Cathy. Oui, il s'agit bien, Virginie, de Ludovic Augbon. Ça a été interminable, un suspense intense ici à Fontenay-le-Comte. 47 voix d'écart finalement entre Ludovic Augbon, l'ancien premier adjoint au maire sortant, et Hugues Fourage, ancien maire de Fontenay-le-Comte battu en 2014. 44,1% pour Ludovic Augbon, 43,2% pour Hugues Fourage. La République En Marche, 12,7%. Alors évidemment, Ludovic Augbon avait déjà fait éclater sa joie, vous l'avez entendu, mais il a fallu attendre plus d'une heure pour que les résultats officiels soient vraiment affichés. Il y a eu comptage et recomptage. Hugues Fourage, de son côté, reste muet pour l'instant, très déçu, visiblement abattu. Il dit, quand on tombe de cheval, on n'a pas tout de suite envie de se remettre en selle. Il n'exclut pas de réaliser un recours sur cette élection, mais il ne se prononce pas ce soir. C'est bien Ludovic Augbon qui est élu maire de Fontenay-le-Comte. Merci Cathy Colin. On va aller très rapidement en préfecture de Loire-Atlantique. Emmanuel Faure, vous avez quelques résultats très rapides, Emmanuel. 30 secondes, on vous donne 30 secondes. Et non, il est parti, Emmanuel Faure, c'est trop tard. On va en donner pour lui. On a les résultats de Saint-Brévin-les-Pins, où on l'a dit, c'est la liste de Yannick Moret, qui effectivement est en tête avec 33,3% des voix. Et puis on rappelle qu'au Sables-d'Olonne, un résultat qu'on attendait aussi, c'est le maire sortant. Là encore, on parlait tout à l'heure de la prime au sortant. Yannick Moreau, le divers droite Yannick Moreau, qui est réélu avec 54,9% des voix.
Un score important quand on pense qu'il y avait une quadrangulaire, mais avec une faible participation, 35%. La participation qui reste très faible sur ce second tour des élections municipales. Tout de suite, des résultats nationaux. On se retrouve dans un petit quart d'heure, nous, pour refaire un point sur les résultats de notre région et vous donner les résultats, on imagine, de Cholet et sans doute aussi de Nantes. À tout de suite.